Alors, comment allez-vous? J'imagine que vous êtes toujours là, fidèle au rendez-vous, surtout après ce qu'on vous a montré hier, le 8 octobre 2025. Vous étiez des milliers, non des dizaines de milliers, à regarder notre émission dédiée au budget présidentiel. Et franchement, même les mots les plus fous, les adjectifs les plus délirants manquent de puissance pour exprimer ce qu'on a découvert, un budget intersidéral, cosmique, qui ferait rougir même la NASA. Oui, Abdelmadjid Tebboune s'apprête à brûler rien que pour El Mouradia en 2026 la bagatelle de 112 milliards de dinars. Rien que ça. Croyez-le ou non, mais la présidence algérienne vient de franchir un seuil que même les plus optimistes n'auraient jamais imaginé, 4 milliards de dinars pour 2026. Traduction en dollars et selon le cours officiel de la Banque d'Algérie, parce qu'évidemment quand on parle d'argent public, on ne joue pas avec les taux du marché noir. Cela représente 860 millions de dollars tout rond. Une somme tellement surréaliste que j'ai dû la relire 3 fois avant d'y croire. Pour vous donner une idée du bond en 2025, le budget plafonnait encore à 68,5 milliards. Et là, d'un claquement de doigts, Abdelmadjid le propulse au firmament budgétaire. Une inflation de luxe signée El Mouradia. On ne fait que reprendre les chiffres officiels, ceux que l'État algérien brandit lui-même pour justifier ses choix budgétaires. Ce sont leurs indicateurs, leurs baromètres, pour dire combien on va sortir des caisses publiques. Et là, on parle bien d'argent du peuple, pas d'une cagnotte privée. 860 millions de dollars noir sur blanc. Et pourtant, silence radio dans le pays. Aucun plateau télé, aucun journal, aucune opposition. Le désert médiatique total. À croire que tout le monde a décidé de regarder ailleurs. Il n'y a bien que nous qui osons encore en parler. Depuis 1962, jamais, je dis bien jamais, le palais d'El Mouradia n'a englouti pareille somme. Et là, c'est prévu comme si de rien n'était. On vous l'a dit, redit et répété encore hier, depuis 2023, c'est l'escalade sans fin. Abdelmadjid Tebboune semble s'être lancé un défi personnel, battre chaque année son propre record de dépenses présidentielles. En 2022, on franchit tranquillement la barre des 140 millions de dollars. En 2023, nouveau palier 500 millions dépassés sans sourciller. Et en 2026, on flirte déjà avec les 860 millions. À ce rythme-là même, Elon Musk va finir par appeler pour prendre des notes. Ce qui est assez fou, c'est que tout le monde garde le silence. Aucun pardon, c'est normal tout ça, aucun sursaut. Pas une voix pour dire « Attendez, là, il y a un bug dans la matrice. » Et pourtant, il y a clairement un bug. Avec une telle pluie de milliards, on est en droit de se demander qu'est-ce qu'Abdelmadjid compte faire exactement. Construire une station spatiale au-dessus d'Alger, embaucher 1000 chefs pour sa cuisine privée? Non, sérieusement, on va devoir comparer parce que sans mise en perspective, on ne réalise pas à quel point ce budget sort de toute logique. Ce n'est pas un chiffre élevé, c'est un ovni budgétaire. Et surtout, rappelons-le, l'Algérie, ce n'est pas un royaume. On n'a pas de trône, pas de sceptre, pas de dynastie. Du moins officiellement. Car sur le papier, il y a un président, oui, mais aussi un premier ministre des ministres, une armée des institutions. En bref, un appareil d'État qui, en théorie, doit fonctionner de manière collégiale et non au service exclusif d'un seul homme. Et pourtant, oui, on le sait, en Algérie, le président ne joue pas dans la catégorie des figurants. C'est le rôle principal, la caméra toujours braquée sur lui. Un régime ultra-présidentialiste à faire pâlir la Ve République, mais attention, ce pouvoir total, c'est sur le papier dans les textes, pas sur le compte bancaire. Du moins, c'est ce qu'on croyait, parce qu'avec 4 milliards de dinars convertis, ça nous donne un joli 860 millions de dollars. El Mouradia vient de pulvériser tous les plafonds. Et là, on ne parle pas d'un budget d'État, mais d'un budget présidentiel. À ce stade, ce n'est plus un chef d'État, c'est le PDG d'un empire. On est donc obligé de lancer une série d'émissions spéciales Tebboune, le leader le plus dépensier de la planète, épisode 1, où passent les millions. À moins qu'il n'ait 10 000 salariés, une chaîne d'hôtels à gérer et une armée de stylistes à plein temps, quelque chose ne tourne pas rond. Prenez un instant pour digérer cette info, 860 millions de dollars, rien que pour le palais présidentiel. Vous avez bien lu. Ce n'est pas le budget de 3 ministères combinés. Non. C'est ce que prévoit de dépenser Abdelmadjid Tebboune en 2026. Et accrochez-vous bien,
Ce montant surpasse celui alloué à l'une des plus vieilles institutions du monde occidental, la monarchie britannique. Oui, celle-là même avec ses couronnes, ses châteaux et son protocole millénaire. Car rappelons-le, la famille royale d'Angleterre trône sur le royaume depuis bientôt un millénaire, depuis la fin du IXe siècle. Et malgré tout cet héritage, tout ce poids historique, elle coûte moins cher que notre chère présidence algérienne. Si ce n'est pas une prouesse budgétaire, je ne sais pas ce que c'est. Quand on parle de la monarchie britannique, on ne parle pas d'un simple folklore en manteau d'hermine. Non, c'est bien plus que ça. C'est la colonne vertébrale symbolique de toute une nation, un monument vivant de l'histoire anglaise. C'est cette même dynastie qui a bâti l'Empire britannique, l'ancien colosse planétaire où le soleil refusait obstinément de se coucher. Du XVIIe au XIXe siècle, l'Angleterre a régné sur les mers, les terres et les esprits. Et devinez qui a soufflé les braises de la révolution industrielle, encore eux. Le capitalisme mondialisé, le libéralisme économique tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est la monarchie anglaise qui a enclenché le mécanisme. Rien que ça, rois et reines britanniques, ces figures mythiques ne sont pas seulement les vedettes de l'histoire anglaise ou européenne, non, elles trônent carrément dans le panthéon de l'humanité. Pourtant, malgré tout ce prestige, tout ce décorum, tout ce poids symbolique accumulé depuis des siècles, le budget de fonctionnement de la famille royale reste étonnamment modeste. 3 millions d'euros pour l'année 2024-2025. Ouais, vous avez bien entendu. Pas un de plus. Et là, on respire un grand coup parce qu'en face, M. Tebboune lui prévoit de faire exploser les compteurs avec une facture quasiment 10 fois plus élevée. Si la royauté anglaise, c'est l'élégance dans la retenue, alors du côté d'El Mouradia, on serait plutôt dans le fast version turbo. Il faut remettre les pendules à l'heure, la monarchie britannique, aussi clinquante soit-elle, ne gouverne rien du tout. Depuis 1721, leur rôle s'est vidé de tout pouvoir exécutif. Ce ne sont ni le roi ni la reine, peu importe, qui portent la couronne, qui rédigent les lois ou décident de la politique intérieure. Leur fonction est purement symbolique, certes, mais pas sans poids. Ils incarnent la continuité, la stabilité, la cohésion dans les moments de turbulence. Bref, ils ne dirigent pas, mais ils apaisent. Ce sont les piliers silencieux du théâtre politique britannique. Alors non, ce ne sont pas eux qui appuient sur les boutons du pouvoir, mais ce sont eux qui maintiennent la scène debout. Officiellement, c'est bien lui ou elle le chef d'État. Que ce soit un roi ou une reine, la couronne incarne le Royaume-Uni sur la scène internationale. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que ce monarque-là ne représente pas que la Grande-Bretagne dans tout le Commonwealth. Cette ancienne toile impériale tissée par Londres, nombreux sont les pays qui continuent de reconnaître le souverain britannique comme leur chef d'État. Un héritage colonial qui refuse de disparaître. Résultat. Le roi ou la reine ne se contente pas d'inaugurer des ponts. Il ou elle joue un rôle diplomatique majeur, assure la continuité protocolaire et sert de point d'ancrage institutionnel quand les tempêtes politiques grondent. Prenez l'exemple d'Élisabeth II. Avant même que le monde ne lui dise adieu, des dizaines de documentaires et de films retraçaient déjà l'ampleur de son influence politique. Une reine, certes sans pouvoir exécutif, mais dont la présence pesait lourd dans l'équilibre du royaume. Et là, il faut marquer une pause pour bien mesurer l'écart abyssal entre ce qu'on appelle les nations établies et ce que d'autres surnommeraient pudiquement les républiques couscoussiers. Car au Royaume-Uni, la royauté, ce n'est pas que des rubans et des sourires. C'est du patrimoine, du concret, du solide château, terres agricoles, domaines privés, usines, immeubles. 1000 ans d'histoire, 1000 ans d'accumulation. Aujourd'hui, l'héritage de la famille royale anglaise pèse environ 15 milliards d'euros. Et ce n'est pas un secret bien gardé, c'est une réalité assumée, comptabilisée et encadrée. Mais attention, ne croyez pas que ces fameux 15 milliards d'euros atterrissent directement dans les poches du roi, de la reine ou de leur cousin en veston écossais. Non, non. Toute cette fortune colossale est entre les mains du gouvernement britannique, plus précisément du ministère des Finances. C'est lui qui gère le magot, surveille le coffre et distribue chaque année ce qu'on appelle en bon anglais la Sovereign Grant, la subvention souveraine pour les francophones. Et désolé pour l'accent l'anglais, et moi, on n'a jamais vraiment été amis. Une tragédie personnelle, je vous jure. Bref, chaque année, l'État pioche dans le patrimoine royal et en reverse une petite part à la famille pour couvrir ses frais.
Pas de jackpot perso, juste une enveloppe réglementée. Et oui, même la monarchie a un budget à respecter. Oui, la famille royale a des châteaux, pas un, pas deux, mais toute une collection de contes de fées en pierre. Et oui, elle peut y vivre, y organiser des dîners fastueux, des garden parties en grande pompe ou juste y flâner en robe de chambre dorée. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on possède que l'on peut piocher à volonté. Le magot royal, aussi impressionnant soit-il, ne peut pas être touché comme un simple livret A. C'est l'État britannique qui gère le coffre, établit les règles et verse chaque année une enveloppe budgétaire soigneusement calibrée à la couronne. Une dotation étudiée dans les moindres détails, ajustée aux besoins du moment validée par le gouvernement et même soumise au regard du Parlement. Bref, un budget sous surveillance avec plus de contrôle qu'une agence de notation. Les chiffres, eux, ne mentent pas. Depuis des années, les comptes de la famille royale britannique oscillent dans une fourchette bien précise, entre 80 et 95 millions d'euros par an. Et croyez-moi, j'ai vérifié pas une fois, pas deux, mais jamais, au grand jamais, cette somme n'a franchi le cap symbolique des 100 millions. On parle d'une monarchie millénaire avec tout le décorum, l'histoire, les cérémonies et les gardes en uniforme. Et pourtant, jamais de folie dépensière, pas de budget qui explose, pas de ligne fantaisie dans les dépenses. Un sens de la mesure presque républicain, oserait-on dire. En 2026, accrochez-vous bien, 860 millions de dollars, oui, vous avez bien entendu, vont être engloutis dans les dépenses présidentielles. Convertis, ça fait dans les 740 millions d'euros, soit, tenez-vous bien, 7 fois plus que ce que coûte la monarchie britannique, avec ses châteaux, ses gardes aux poils brossés et ses traditions millénaires. Alors évidemment, certains vont me dire « Oui, mais Abdelbom, pardon Tebboune, c'est un président, pas un roi. Il a un vrai rôle, lui. » Très bien, mais on ne parle pas d'un monarque absolu ici, du moins officiellement. Car en Algérie, il y a en théorie un parlement, un premier ministre des ministres, un conseil de la nation, une cour suprême, une cour constitutionnelle. Bref, une séparation des pouvoirs qui ressemble de plus en plus à une décoration murale. Ce n'est pas un roi que je sache. Il n'a pas hérité du trône ni reçu un sceptre magique qui lui permettrait de s'approprier tout le budget national comme un trésor personnel. On parle d'un président, pas d'un sultan. Et même un président, aussi puissant soit-il, n'a pas carte blanche pour manipuler des centaines de millions sans rendre de compte. Il gouverne, oui, mais il n'est pas seul à bord. Pas plus qu'un roi ne règne seul dans une monarchie. Même dans les régimes les plus verrouillés, prenez le Maroc. Par exemple, il existe un gouvernement, un parlement des contre-pouvoirs, du moins en apparence. Alors pourquoi chez nous tout semble-t-il concentré entre les mains d'un seul homme? La République, ce n'est pas un one-man show. Je le redis calmement et sans poison dans la voix, ceci n'est ni une insulte, ni une diffamation. D'ailleurs, vous-même, monsieur Tebboune, vous le répétez en boucle dans vos interviews, vous pouvez critiquer tant que ce n'est pas de la calomnie. Très bien, alors allons-y. Où est l'insulte, où est la diffamation dans le fait de vous demander poliment sur quelle base rationnelle, avec quels arguments valables, vous avez jugé bon de balancer autant d'argent dans le train de vie présidentiel? On parle ici du budget de la présidence, de ses résidences, de ses services, de ses directions. Oui, car la présidence ne se limite pas à un bureau doré. Il y a des dizaines de structures qui gravitent autour. Mais au final, ça reste quoi? Le style de vie du chef de l'État, son cabinet, ses déplacements, ses réceptions. Bref, du fonctionnement interne. Et là, tout d'un coup, on envoie des centaines de millions, expliquez-nous. Alors oui, on parle ici des déplacements présidentiels, des tournées officielles, des réunions en grande pompe, des activités estampillées, présidence de la République, tout ce qui gravite autour de l'agenda de Monsieur le Président. Et pour tout ça, 740 millions d'euros, 860 millions de dollars. Une somme vertigineuse, historique, surréaliste. Même la famille royale britannique, avec un millénaire d'histoire au compteur, n'a jamais osé, ni hier ni aujourd'hui, s'approcher d'un tel niveau de dépenses. Et pourtant, eux ont des couronnes, des carrosses et Buckingham Palace. Nous, on a El Mouradia et la facture. Pendant des années, le budget présidentiel tournait gentiment sous la barre symbolique des 100 millions. Une sorte de plafond silencieux qu'on ne franchissait jamais vraiment. Mais là, il faut croire que quelqu'un s'est levé un matin avec une batte à la main et a littéralement explosé la tirelire. Et si on veut être juste dans la comparaison, il faut regarder du côté des monarchies.
car elles au moins ont une histoire, une lignée, un patrimoine. Ce sont des institutions enracinées depuis des siècles, avec des biens, des domaines, des traditions. Rien à voir avec une république où le pouvoir est censé être temporaire et contrôlé. Prenez l'Angleterre, une monarchie vieille de 1000 ans. Et ce n'est pas la seule. Jetons un œil à l'Espagne. Autrefois, au XVe et XVIe siècle, c'était la première puissance du monde. C'est ce royaume-là qui a mis le pied sur le Nouveau Monde, qui a découvert l'Amérique. Leur monarchie. Elle a 550 ans d'existence. Pas un quinquennat, pas 2 mandats. 5 siècles et demi. Oui, on est d'accord, la monarchie espagnole aujourd'hui, c'est du constitutionnel, pas du commandement absolu. Le roi n'écrit plus les lois, il ne signe plus les décrets tout seul dans son bureau. Son rôle, il est symbolique, institutionnel, parfois même pacificateur quand la politique part en vrille. Il veille à la stabilité comme une statue vivante qu'on dépoussière pour les cérémonies officielles. Très bien. Mais alors, parlons chiffres, savez-vous combien coûte ce roi qui ne règne pas ? Le fonctionnement complet de la maison royale espagnole, entretien du palais, rémunération des équipes événements officiels, s'élève à seulement 8,4 millions d'euros par an. Oui, vous avez bien lu. Même pas le prix d'un rond-point en banlieue parisienne. Le roi d'Espagne, c'est un peu le gardien silencieux de la Constitution. Il ne gouverne pas, ne signe pas de loi de son propre chef, mais il a quand même son mot à dire. Il conseille, il observe, il intervient discrètement quand le navire politique tangue trop fort. Il ne prend pas de décision directe, certes, mais il reste une pièce clé dans le système institutionnel. Un pouvoir modeste, mais réel. Et surtout, il ne débarque pas de nulle part, il porte sur ses épaules des siècles d'histoire, un héritage royal, un patrimoine à faire pâlir bien des présidents. Et pourtant, et c'est là le plus savoureux, toute cette symbolique vivante ne coûte même pas 9 millions d'euros par an aux contribuables espagnols. Oui, moins de 9 millions pour tout ça. Allons voir encore plus loin dans notre petite tournée des monarchies. Cap sur la Belgique, monarchie certes plus jeune que ses voisines, britanniques ou espagnoles, mais tout de même là depuis 1831. Presque 2 siècles de rois de sceptre et de balcon. Et combien ça coûte tout ce beau monde pour que la famille royale belge puisse assurer ses fonctions protocolaires, sa sécurité, ses petits déplacements officiels et ses coupes de champagne institutionnelles, l'état des bourses environ 21 millions d'euros par an. Pas plus. Le roi Albert II lui touche une pension confortable de 900 000 euros. Quant aux princes, ils doivent se contenter d'allocations entre 300 000 et 350 000 euros, pas un centime de plus. Une monarchie qui reste raisonnable, même en smoking, et si on pousse la comparaison encore plus loin, direction les Pays-Bas, oui, la fameuse Hollande, ancienne puissance maritime, qui au XVIIe siècle rivalisait avec l'Angleterre et l'Espagne sur tous les océans. Un petit pays, certes, mais avec un lourd passé de domination commerciale et navale. Leur monarchie actuelle, elle remonte à 1813, et comme ses homologues européennes, elle est constitutionnelle avec des pouvoirs limités, mais une charge symbolique très forte. La maison royale néerlandaise, c'est une partie intégrante de l'identité nationale. Et pour faire tourner tout ça, le budget alloué tourne entre 55 et 58 millions d'euros par an. Oui, même pas 60 millions. Une monarchie sobre qui connaît ses limites et surtout qui ne joue pas à la royauté version blockbuster. Chez nous, le président ne se contente pas de gouverner. Il règne. Et pas à moitié. À côté de lui, tous les rois d'Europe font pâle figure. Tebboune, en 2025, va dépenser plus que la monarchie britannique, la maison royale d'Espagne, celle des Pays-Bas, et la famille royale belge réunie. Oui, réunie. Et on parle ici de 740 millions d'euros, soit 860 millions de dollars sortis directement des caisses publiques. Or, l'argent public, ce n'est pas un héritage familial, ce n'est pas un château ancestral, ce n'est pas Versailles, c'est l'argent des citoyens. Et contrairement à un monarque, Tebboune n'a ni dynastie, ni lignée, ni château transmis de génération en génération. Il est élu pour 5 ans, renouvelable une seule fois. Mais à voir ses dépenses, on pourrait croire qu'il se prend pour Louis XIV en Burnous. Il serait peut-être temps qu'en Algérie, quelqu'un rappelle que la République n'est pas un trône déguisé. Mais au fond, comment expliquer que la présidence de la République s'octroie des budgets aussi astronomiques ? Il faut bien appeler un chat, ça mérite des réponses. Et depuis 3 ans, croyez-le ou non, nous sommes les seuls, j'insiste, les seuls,
a tiré la sonnette d'alarme à chaque projet de loi de finances. À chaque fois, on le dit haut et fort, ce n'est pas normal, ce n'est pas justifiable, c'est de la dilapidation pure et simple de l'argent public, du gaspillage à ciel ouvert. Souvenez-vous déjà, le 26 décembre 2023, on annonçait dans une émission que le palais présidentiel allait crouler sous tant d'argent qu'il ne saurait même plus quoi en faire. C'était prévisible. En 2022, on était autour de 140 millions de dollars. En 2024, on dépasse les 500 millions sans aucune logique économique. Et aujourd'hui, on explose tous les compteurs. Les budgets de la présidence sont littéralement multipliés par 4 entre 2023 et 2024, dépassant les 60 milliards de dinars, soit plus d'un demi-milliard de dollars. Oui, vous avez bien entendu. Et pendant ce temps-là, on nous demande de serrer la ceinture. Je le répète une fois encore, sans insulte ni diffamation, il s'agit ici d'argent public, de l'argent du peuple, pas d'un butin familial. Le président de la République algérienne n'est ni un roi, ni un héritier, ni un descendant de dynastie. Il n'est pas arrivé là par le sang, mais par les urnes. Il a été élu et à la fin de son mandat, il devra partir. Mais surtout, il devra rendre des comptes. Car lorsqu'on parle de 112 milliards de dinars en 2026, il est légitime et même nécessaire de demander qu'est-ce que le palais d'El Mouradia fait avec tout ça. Qu'est-ce que fait Abdelmadjid Tebboune avec une somme aussi monstrueuse? On parle ici d'un budget plus colossal que celui de certaines institutions entières. Et pourtant, de 2023 à 2025, malgré ces dépenses titanesques, aucun impact visible sur le développement du pays. Le budget de 2025, c'était environ 68,5 milliards de dinars, soit près de 450 millions d'euros. Et vous l'avez senti, vous, le progrès, parce que nous, non. En 2024, la présidence a bénéficié d'un budget de 67 milliards de dinars, soit 440 millions d'euros. Et on peut poser la question la plus simple, mais la plus gênante, quel résultat concret pour le pays? En termes de développement, de croissance, de stabilité, de sécurité, qu'est-ce que cet argent a réellement changé? Spoiler, pas grand-chose. À force, on ne sait plus si on parle encore d'une république ou si on a basculé en silence dans une monarchie version Moyen-Âge, où le pouvoir se vit comme un droit divin et le pays comme une propriété privée. Désolé de le dire, mais cette impression devient pesante. L'Algérie n'appartient pas à une lignée ni à un palais. Ce n'est pas un domaine royal. On est en 2025, pas en 1325. Il est urgent aujourd'hui, plus que jamais, d'ouvrir un débat réel calme, mais sans détour sur l'usage des fonds publics par la présidence. Parce que le silence commence sérieusement à coûter cher.